La bannière ne pesait presque rien. C'était ça qui était cruel. 36 mètres de soie, teinte dans l'indigo profond et l'argent de la meute d'Ashenmore. Elle pesait moins qu'un sac de farine. Mais la jambe gauche de Marine avait été brisée à 2 endroits il y a 3 semaines et elle n'avait jamais été soignée correctement. Alors même ce qui ne pesait rien devenait trop lourd quand on le traînait dans la boue gelée pendant 9 jours. Elle pouvait sentir sa propre odeur. C'était l'autre cruauté. Pas l'odeur générale d'un corps sale poussé au-delà de ses limites, mais quelque chose de spécifique, de chimique. L'infection dans son mollet avait rendu la peau autour de la fracture d'un jaune verdâtre. Elle suintait un liquide fin qui sentait les pièces de cuivre laissées dans du vinaigre. Chaque fois qu'elle prenait appui dessus, l'os bougeait sous le muscle. Elle entendait un clic humide et grinçant, un son qui résonnait à l'intérieur de son crâne, pas dans ses oreilles. 9e jour. Elle comptait les levers de soleil, car elle avait perdu le fil de tout le reste. Le territoire qu'elle traversait appartenait au royaume du voile de fer. Chaque loup à moins de 200 miles reconnaîtrait l'odeur d'un oméga d'Ashenmore, une oméga traînant sa bannière de guerre déchue dans le givre. Elle n'était pas furtive. Elle était trop brisée pour être furtive. La seule raison pour laquelle elle était encore en vie, c'était probablement que personne n'avait pris la peine de regarder. Marin s'arrêta au pied d'un orme et se laissa glisser contre le tronc. L'écorce râpait le tissu fin de la tunique qu'on lui avait donné avant de la chasser du camp de guerre. Ce n'était pas une vraie tunique, mais un sac à grains avec un trou pour le cou. Les soldats d'Ashenmore avaient ri en lui fourrant la bannière dans les bras. Le deuxième fils de son alpha, Declan, lui serrait la mâchoire si fort. Son pouce avait laissé une ecchymose en forme de croissant de lune sur sa joue. Elle entendait encore ce qu'il avait dit. Non pas parce que c'était intelligent ou mémorable, mais parce que c'était la dernière chose que quelqu'un de sa meute lui avait dite avant de la laisser pour morte. « Tu veux être utile? Avorton? Rapporte ça à la maison. Voyons jusqu'où tes jambes d'Oméga te mèneront. » Ils avaient perdu la bataille de Grey Hollow. L'armée d'Ashenmore avait été anéantie contre les lignes de front du voile de fer en moins d'une journée. C'est ce qui arrive quand on envoie des loups mal entraînés contre l'armée du roi Alpha. La bannière était tombée dans la boue à côté d'un porte-étendard mort. La retraite avait été si rapide et si totale que personne n'avait pensé à la ramasser. Personne, sauf Marin. Elle était au camp de ravitaillement, à suturer des plaies avec une aiguille en os et du catgut, car c'était ce qu'elle était. Pas une combattante, pas une éclaireuse. L'assistante d'un chirurgien de camp qui avait appris à recoudre la chair déchirée. Elle s'était entraînée sur des restes d'abattoir. Declan aurait pu porter la bannière lui-même. C'était un bêta de la classe des guerriers, avec des bras comme des câbles de pont. Mais porter une bannière déchue signifiait admettre que la bataille était perdue. Et admettre que la bataille était perdue signifiait affronter son père, l'Alpha Bran. Et personne ne voulait faire ça. Alors ils l'ont donné à l'Oméga boiteuse à la jambe cassée. Et ils lui ont dit de parcourir 400 miles jusqu'à la maison, à travers le territoire ennemi. Il s'attendait à ce qu'elle meure. Elle le comprenait avec une clarté qui dépassait l'amertume pour devenir presque paisible. Il s'était toujours attendu à ce qu'elle meure. Sa mère était morte en lui donnant naissance. Selon la superstition d'Ashenmore, cela signifiait que l'enfant avait volé la force vitale de sa mère. Sa louve n'était jamais apparue. À 23 ans, elle était sans meute, sauf de nom. Tolérée parce qu'elle était utile avec une aiguille. Et parce que quelqu'un devait nettoyer les sols des casernes. Quand Bran avait eu besoin de monde pour le convoi de ravitaillement de la campagne de Grey Hollow, la matrone de la meute avait proposé Marin. Comme on proposerait un pot fissuré pour un vide-grenier. Elle pressa son dos contre l'orme et respira. L'air avait un goût de résine de pin et le tranchant métallique de la neige à venir. Son estomac avait cessé de la tirailler il y a 2 jours. Elle savait, grâce à sa formation médicale, que ce n'était pas bon signe. Le corps cesse d'envoyer des signaux de faim quand il commence à consommer ses propres muscles. Elle pouvait voir les tendons de ses mains maintenant, nets et définis sous une peau devenue couleur de vieux parchemin. La bannière était posée sur ses genoux, tachée de boue et de sang qui n'était pas le sien. De la soie indigo avec des loups argentés cousus le long de la bordure. La finition était extraordinaire. Quelqu'un avait passé des mois sur la broderie. Chaque loup était rendu en fil d'argent fin avec de minuscules éclats de grenat pour les yeux. C'était la plus belle chose que Marin ait jamais été autorisée à toucher. Elle ne savait pas pourquoi elle continuait à la porter. La loyauté était un mot trop simple. Elle n'avait aucune loyauté envers Ashenmore. Il ne lui avait rien donné d'autre qu'une jambe cassée et un sac à grains. Mais la bannière n'était pas Ashenmore. La bannière, c'était les loups cousus dessus. Les mois de travail des mains soigneuses de quelqu'un. Le fil passé à travers la soie 10 000 fois. La laisser pourrir dans la boue, c'était comme laisser mourir un être vivant. Alors elle la traînait, depuis 9 jours maintenant. Encore 400 miles à parcourir, plus ou moins. Sa jambe lâcherait bien avant qu'elle n'atteigne la maison. Elle avait calculé cela avec le même détachement clinique qu'elle utilisait pour évaluer si une blessure tuerait un patient. L'infection atteindrait sa circulation sanguine d'ici une autre semaine. La septicémie suivrait. Elle développerait une fièvre, puis le délire. Puis elle s'allongerait quelque part dans la neige et s'arrêterait. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle pouvait encore bouger. Elle se releva en s'aidant d'une branche basse. L'écorce laissa des échardes dans sa paume, mais elle était trop engourdie pour les sentir. Elle ramassa la bannière, la passant sur son épaule droite. Elle traînait derrière elle comme la traîne d'une mariée dans un caniveau. Sa jambe gauche hurlait. Le clic de l'os était plus fort aujourd'hui, plus humide.
Elle l'ignora, comme elle avait appris à tout ignorer à Ashenmore, c'est-à-dire qu'elle reconnaissait pleinement la douleur. Elle la laissait exister. Et puis elle marchait quand même. La forêt était une vieille forêt d'ormes et d'épicéas, le genre de bois qui avale le son et rend chaque pas intime. Marin se déplaçait lentement, utilisant une branche qu'elle avait transformée en béquille rudimentaire. La neige était fine ici, à peine un pouce d'épaisseur. Mais en dessous, le sol était gelé, dur et impitoyable. Chaque pas envoyait une secousse dans sa mauvaise jambe, faisant clignoter sa vision en blanc sur les bords. Elle marchait depuis peut-être 1 heure quand elle sentit l'odeur. Pas l'infection, pas le pain, quelque chose de complètement différent. De la fumée de bois, mais pas la fumée âcre d'un feu de camp fait avec du bois vert. C'était du bois dur qui brûlait proprement, du chêne ou de l'érable. Le genre de fumée qui vient d'un vrai foyer. Et en dessous, de la nourriture. Plus précisément, du pain frais. L'odeur levurée et dorée était si vive que son estomac mort revint à la vie. Il se contracta si fort qu'elle se plia en deux. Son pied se prit dans une racine. Elle tomba lourdement sur son côté gauche. Sa jambe cassée se tordit. Et pendant un instant, le monde devint complètement blanc et silencieux, comme si quelqu'un l'avait débranchée de la réalité. Quand le son revint, elle était allongée face contre neige, faisant un bruit qu'elle ne reconnut pas comme sa propre voix. Ce n'était pas un cri, c'était plus bas que ça, un son grinçant, involontaire, comme une porte qu'on force sur des gonds rouillés. La bannière était tombée de son épaule et s'étalait sur la neige derrière elle. L'indigo sombre contrastait avec le blanc. Les loups argentés captaient la faible lumière d'hiver. « Lève-toi », se dit-elle, mais ses bras tremblaient si fort qu'elle ne pouvait pas se relever. La neige contre sa joue était d'un froid brûlant. Elle sentait la chaleur de l'infection dans sa jambe pulser comme un second battement de cœur, anormal et rapide. C'est alors qu'elle entendit les chevaux. Pas un cheval, plusieurs. Le son lourd et rythmé de chevaux de guerre marchant au pas. Leurs sabots étaient étouffés par la neige, mais le son était sans équivoque. Et des voix, basses et masculines, parlant dans le dialecte sec des patrouilles frontalières du voile de fer. Marin ferma les yeux. C'était donc comme ça que ça se terminait. Pas la septicémie, pas la fin. Une patrouille du voile de fer trouvant un Oméga d'Ashenmore dans la neige, enveloppé dans une bannière ennemie. Il la tuerait ou la ferait prisonnière. Et elle n'était pas sûre de ce qui était le pire. Elle essaya de se relever une dernière fois. Ses bras cédèrent. Elle resta là, écoutant les chevaux se rapprocher. Elle pensa aux loups cousus sur la bannière, à leurs yeux de grenat, au mois de travail de quelqu'un, et elle pensa que c'était étrange. La dernière chose qu'elle verrait avant de mourir serait le ciel à travers les branches d'un orme, car c'était en fait très beau. La façon dont les nuages gris se déplaçaient entre les branches sombres, comme de la fumée entre des doigts. Les chevaux s'arrêtèrent. Elle entendit des bottes sur le sol gelé, plusieurs paires. Le grincement des armures de cuir, le cliquetis discret des armes. La voix d'un homme dit quelque chose qu'elle ne comprit pas, et un autre homme rit, un rire bref et dur. Puis le rire cessa. Le silence qu'il remplaça était différent du silence des bois. C'était le silence de prédateur qui avait trouvé quelque chose d'inattendu. Marin le sentit sur sa peau, comme un changement de pression atmosphérique. Des pas. Une seule paire maintenant, venant vers elle. Lourd, délibéré. La démarche de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de se presser dans sa vie, car le monde se réorganisait pour s'adapter à son rythme. Les pas s'arrêtèrent à 2 pieds de sa tête. Marin ouvrit les yeux. Elle vit d'abord des bottes, en cuir noir, usées, mais de bonne facture. Le genre de bottes qui avaient été ressemelées 3 fois parce que leur propriétaire les usait jusqu'à la corde. Au-dessus des bottes, des jambes dans un pantalon tactique sombre rentré dans le cuir. Au-dessus, un torse dans un simple manteau noir. Si simple qu'il devait être cher, car seules les personnes très puissantes portent des vêtements sans ornement. Au-dessus, elle leva les yeux. L'homme qui se tenait au-dessus d'elle était la plus grande personne qu'elle ait jamais vue, et elle avait grandi parmi les loups. Il n'était pas seulement grand, il était bâti comme une structure architecturale. Des épaules larges et une poitrine qui semblait avoir son propre système météorologique. Ses cheveux étaient noirs et coupés courts sur les côtés, plus longs sur le dessus. Ils étaient repoussés en arrière, dégageant un visage fait de plans durs et d'angles. Une cicatrice courait de sa tempe gauche jusqu'à sa pommette. Elle était vieille et blanche. Le genre de cicatrice qu'on obtient d'une lame qui a failli vous prendre un œil. Sa mâchoire était sombre de barbe naissante. Et ses yeux étaient le problème. Ils étaient ambrés, pas bruns, pas noisettes. Ambrés, comme de la résine d'arbre tenue devant un feu. Et il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue dirigée vers elle auparavant. Ce n'était pas de la pitié, ni du dégoût. C'était quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, comme s'il l'avait cherchée pendant très longtemps, et venait tout juste de la trouver, brisée dans la neige, au pire endroit et dans les pires circonstances. Le lien d'âme-sœur la frappa comme un mur d'eau chaude. Ça commença dans sa poitrine, une pression qui n'était pas de la douleur, mais si intense qu'elle ressemblait à de la douleur. Comme si ses côtes étaient doucement écartées pour faire de la place à quelque chose qui avait toujours été là, mais qui avait été comprimé dans un espace trop petit. Puis la chaleur se propagea, vers son estomac, sa gorge, ses doigts et sa jambe abîmée. Et pendant un instant impossible, la douleur dans son mollet se tut. Elle s'arrêta net, comme une radio qu'on éteint. Elle sentit son odeur. Du pain, oui, mais pas le pain piquant de la forêt environnante. C'était plus profond, plus chaud.
de la résine de pain chauffée par un feu. Et en dessous, quelque chose comme la pluie sur la pierre chaude. Et en dessous, quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots, sauf la sienne. La signature chimique spécifique de l'homme qui se tenait au-dessus d'elle. Son corps la reconnaissait. Comme ses mains savaient instinctivement recoudre une plaie, sans instruction. Ses narines se dilatèrent. Elle le vit faire, vit ses yeux ambrés s'écarquiller, puis se plisser. Puis quelque chose de dangereux bougea derrière eux, comme un grand animal dans une petite cage. Ses mains, qui pendaient librement à ses côtés, se crispèrent en poing. Pas de manière agressive, mais contrôlée. Le genre de contrôle qui signifiait que quelque chose de très incontrôlé se passait en dessous. Il posa un genou dans la neige à côté d'elle. De si près, elle pouvait voir les cicatrices sur ses phalanges, les callosités sur ses paumes, les ridules au coin de ses yeux qui disaient qu'il avait au moins 10 ans de plus qu'elle. 33, peut-être 35 ans. Son visage ne trahissait rien, sauf ses yeux. Et ses yeux trahissaient tout. Et ce qu'il trahissait, c'était une possessivité si totale et si immédiate que Marin sentit sa louve. Sa louve silencieuse, absente, jamais apparue, s'agiter pour la première fois en 23 ans. Pas un réveil complet, juste un tremblement, comme un poing qui se desserre sous l'eau. L'homme tendit la main et toucha sa joue. Sa main était chaude, incroyablement chaude. Le genre de chaleur qui vient d'un métabolisme si élevé qu'il est presque fiévreux. Son pouce se posa exactement sur l'ecchymose en croissant que Declan avait laissé. Et quelque chose dans son expression changea. L'ambre devint plus sombre, passant de l'or au bronze. Un muscle de sa mâchoire se contracta si fort qu'elle entendit ses dents grincer. « Qui a fait ça? » Sa voix était basse et rauque, pas tout à fait un murmure, mais pas loin. Et ce n'était pas une question, c'était une exigence, enveloppée dans le plus mince prétexte de civilité. Marin essaya de parler. Sa gorge était si sèche que les mots sortirent en un râle. Ça n'a pas d'importance. Son pouce bougea doucement sur l'ecchymose. La chaleur de sa peau pénétra dans les tissus endommagés. Elle sentit la douleur s'apaiser, juste un peu, comme de la glace fondant sur une serrure. « Si, ça a de l'importance, » dit-il. Ses yeux rencontrèrent les siens. Elle sentit le lien d'âme-sœur se tendre entre eux, comme une corde qu'on accorde. « Tout ce qui te concerne a de l'importance. Dis-moi ton nom. » Elle n'aurait pas dû le lui dire. Il était du voile de fer. Elle était d'Ashen Moor. Elle était allongée en territoire ennemi, enveloppée dans une bannière ennemie. Et l'homme agenouillé à côté d'elle, à en juger par la déférence des soldats derrière lui et la qualité de ce manteau délibérément simple, n'était ni un capitaine de patrouille, ni un général. « Je m'appelle Marin, » dit-elle, parce que le lien d'âme-sœur transformait tout le monde en menteur. L'homme la regarda longuement. Puis il regarda la bannière étalée sur la neige, l'indigo et l'argent, les loups aux yeux de grenat. Puis il regarda de nouveau sa jambe cassée. Elle vit ses narines se dilater à nouveau en sentant l'odeur de l'infection, le vinaigre et le cuivre. Sa mâchoire se crispa d'une manière qui n'était pas de la colère contre elle, c'était de la colère pour elle. Et cette distinction était si étrangère à son expérience qu'elle ne savait pas quoi en faire. Il se leva et se tourna vers les soldats derrière lui. Sa voix, quand il leur parla, était complètement différente, plus froide, autoritaire. La voix d'un homme à qui on obéissait sans poser de questions depuis le jour de sa naissance. Faites venir le chirurgien de campagne. Avancez le chariot de ravitaillement. Établissez un périmètre. Personne ne s'approche à moins de 50 yards de cette position. Un soldat s'avança. Plus jeune, nerveux. Mon roi. Elle porte la bannière d'Ashen Moor. C'est une combattante ennemie. Le protocole exige. L'homme tourna la tête. Juste ça. Une légère rotation de son cou vers le soldat qui avait parlé. Et le soldat s'arrêta de parler. Pas parce qu'il avait été interrompu, mais parce que le poids de ce regard ambré s'abattit sur lui comme une force physique. Et ce que le soldat vit dans ses yeux le fit reculer d'un grand pas. C'est mon âme-sœur. Les mots étaient calmes et absolus, comme un juge prononçant une sentence. Vous vous adresserez à elle comme vous vous adresseriez à votre reine, ou vous ne vous adresserez plus jamais à personne. Suis-je clair? Le soldat s'inclina si vite qu'il faillit tomber. Oui, roi Alpha. Immédiatement, roi Alpha. Et voilà. Marin était allongée dans la neige, avec une jambe cassée et une bannière imbibée de sang. Elle avait le goût de 9 jours de famine dans la bouche. Et l'homme agenouillé à côté d'elle était Kyle Devo, le roi Alpha du voile de fer. Le loup dont l'armée avait anéanti l'armée de sa meute à Grey Hollow, le souverain le plus craint du continent, et il était son âme-sœur prédestinée. L'absurdité de la situation la fit presque rire, presque. Mais son corps choisit ce moment pour lui rappeler qu'elle était en train de mourir. Les bords blancs de sa vision se refermèrent. La dernière chose qu'elle sentit avant de perdre connaissance fut ses bras l'entourant. Il la souleva du sol gelé comme si elle ne pesait rien du tout. Et sa voix, très près de son oreille, disait quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait entendre. Mais le ton était le même que celui qu'elle utilisait pour essayer de garder un patient en vie. « Reste avec moi. » Elle se réveilla dans la chaleur. Pas la chaleur mince et conditionnelle des casernes d'Ashen Moor, où le feu était couvert après minuit et où l'on dormait tout habillé. C'était une chaleur profonde, le genre qui pénètre jusqu'aux os. Elle était allongée sur quelque chose de doux, couverte de fourrure qui sentait le cèdre et la lanoline. Pendant plusieurs secondes, elle resta simplement là, les yeux fermés, confuse. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu assez chaud pour sentir ses propres doigts. La douleur dans sa jambe était différente, toujours là, mais atténuée, changée. Elle sentait un bandage serré autour de son mollet, et en dessous, un cataplasme qui sentait la consoude et le calendula.
et quelque chose de plus piquant, de médicinal, qu'elle reconnut comme un composé de guérison du voile de fer. Elle n'en avait entendu parler que dans les livres. Le genre qui coûtait plus que sa ration alimentaire annuelle à Ashenmore. Elle ouvrit les yeux. Elle était dans une tente, une grande. Le genre qui voyage avec le camp de guerre d'un roi. Des murs de toile doublés de laine épaisse. Un brasero brûlait dans un coin avec du vrai charbon, pas du charbon de bois. Une table de camp avec des cartes et des documents. Un coffre en bois avec des ferrures. Et sur une chaise à côté de son lit de camp, toujours dans son manteau noir, toujours avec cette expression d'intensité contrôlée, Kyle DeVoe. Il la regardait. Elle eut le sentiment troublant qu'il l'avait regardée pendant tout le temps où elle était inconsciente. Pas de manière prédatrice. De la manière dont un homme regarde une flamme qu'il a terriblement peur de voir s'éteindre. « Combien de temps? » dit-elle. Sa voix était meilleure. Quelqu'un lui avait donné de l'eau pendant son sommeil. 14 heures. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Ses mains étaient jointes et elle remarqua qu'elle tremblait légèrement. Pas de froid, de retenue. Le chirurgien a soigné ta jambe. Tu as une infection osseuse. Elle n'a pas encore atteint ton sang, mais c'était proche. Un jour ou deux de plus, et elle t'aurait tué. Marin traita cette information avec un intérêt clinique. Elle avait donc eu raison sur le délai, à environ 48 heures près. Ce qui était impressionnant, étant donné qu'elle avait calculé sa propre mort en traînant un drapeau à travers une forêt. La bannière, dit-elle. Il la regarda longuement. Elle est en sécurité, pliée et rangée. Mais j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi un Oméga d'Ashenmore traînait la bannière de guerre de sa meute sur mon territoire, seul, avec une jambe cassée, à pied, pendant ce qui, selon mon tracker, a duré au moins 9 jours. Elle regarda le plafond de la tente. La toile était tendue sur le cadre. Elle pouvait voir l'ombre d'un garde posté à l'extérieur. Sa silhouette ondulait quand le vent soufflait. Ils m'ont dit de la ramener à la maison, dit-elle, après Grey Hollow. La bannière est tombée et personne d'autre ne voulait la prendre. Alors ils me l'ont donnée. Silence. Puis, très doucement, d'une voix qui était passée sous le ton de la conversation pour devenir quelque chose de territorial et de sombre. Ils ont donné leur bannière déchue à un Oméga blessé et l'ont envoyé seul à travers le territoire ennemi. Marin tourna la tête pour le regarder. Dans la lumière chaude du brasero, ses yeux ambrés étaient presque dorés. La cicatrice sur sa pommette ressemblait à un fil d'argent sur sa peau. Elle remarqua pour la première fois qu'il avait une lèvre inférieure fendue, récemment guérie. Il avait combattu à Grey Hollow. Bien sûr qu'il l'avait fait. C'était le genre de roi qui combattait dans ses propres batailles. « Je ne suis pas importante pour eux, » dit-elle. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix. Elle énonçait un fait médical, de la même manière qu'elle dirait à un patient que sa blessure nécessitait 3 points de suture. « Je suis un Oméga sans loup. Ma mère est morte en me donnant naissance. Je travaille au camp de ravitaillement parce que je suis doué avec une aiguille et que personne d'autre ne voulait du travail. Me donner la bannière était une blague. Il s'attendait à ce que je meure en un jour. » Kyle ne dit rien pendant un long moment. Ses mains étaient toujours jointes, toujours tremblantes. Elle regarda une veine sur son avant-bras pulsé, puis il se leva. La chaise racla le sol gelé. Il se dirigea vers l'entrée de la tente et sortit. Elle l'entendit parler à quelqu'un à voix basse. Puis elle entendit quelque chose qui lui fit se hérisser les poils sur les bras. Un grognement. Pas un son humain, un son de loup, profond et résonnant. Le genre de grognement qui vient d'un loup alpha très grand et très en colère. Il roula à travers le camp comme un tonnerre lointain. Elle entendit les chevaux taper nerveusement du sabot et le métal cliqueter alors que les soldats saisissaient instinctivement leurs armes. Puis ça s'arrêta. Kyle revint à l'intérieur. Ses yeux étaient redevenus normaux, ambrés au lieu du presque noir qu'ils avaient été un instant, et ses mains avaient cessé de trembler. « Pardonne-moi, » dit-il en se rasseyant. « Mon loup ne gère pas bien ça. » « Gérer quoi? Le fait de savoir que quelqu'un t'a fait du mal. » Il le dit simplement, sans drame. Comme quelqu'un pourrait dire que le ciel est bleu, comme si c'était une propriété fondamentale de l'univers, que les personnes qui lui avaient fait du mal devraient un jour rendre des comptes. Et la seule question était de savoir quand. Marin sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas le lien d'âme-sœur, quelque chose de plus ancien. La carapace qu'elle avait construite autour d'elle pendant 23 ans à n'être personne. Une carapace de compétence et d'endurance silencieuse qui l'avait maintenue en vie, mais qui avait aussi tout tenu à l'écart. Sa certitude calme et absolue qu'elle comptait pressait contre cette carapace de l'extérieur. Elle la sentait céder, et elle était terrifiée. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle. »« Je te connais, dit-il. Je te connais depuis avant de te rencontrer. Mon loup t'attend depuis 15 ans. J'ai rêvé de ton odeur avant de savoir ce que cela signifiait. » Il fit une pause. « Et je sais que tu as porté une bannière sur 400 miles avec une jambe cassée. Parce que tu pensais que le travail qu'elle représentait méritait mieux que la boue. Cela m'en dit plus sur toi que ta meute n'en a jamais compris. » Elle détourna le visage parce qu'elle pleurait. Et elle n'avait pas pleuré depuis l'âge de 11 ans. Quand la femme de Bran, Senna, lui avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue au festin d'hiver, parce que la regarder coupait l'appétit de tout le monde. Les larmes étaient chaudes et silencieuses. Elles coulaient le long de ses tempes dans la fourrure sous sa tête, et elle les détestait parce qu'elles ressemblaient à de la faiblesse. Et elle avait survécu 9 jours dans la nature en étant tout sauf faible, Marin. Sa voix était plus proche maintenant. Elle sentit le lit de camp s'affaisser alors qu'il s'asseyait sur le bord, puis sa main se posa sur ses cheveux, sans tirer ni serrer, juste posée là, chaude. Son pouce traça la courbe de son oreille. « Tu ne porteras plus jamais rien seul. Je veux que tu comprennes ça. Pas parce que tu n'es pas capable, parce que tu ne devrais pas avoir à l'être.
Elle inspira. Résine de pain, pluie sur pierre chaude. Lui. Je suis votre ennemi, murmura-t-elle. Tu es mon âme sœur, dit-il. Tout le reste est négociable. Elle dormit de nouveau. Quand elle se réveilla, il y avait de la nourriture à côté du lit. Un bol de bouillon, du vrai bouillon d'os, épais et doré avec de la graisse flottant à la surface. Un morceau de pain, une pomme, meurtrie mais entière. Elle mangea lentement, comme elle savait qu'elle le devait. Son estomac rétréci protestait même contre de petites quantités. Le bouillon était la chose la plus extraordinaire qu'elle ait jamais goûtée. Non pas parce qu'il était particulièrement bien fait, mais parce qu'elle n'avait pas mangé depuis 4 jours. Et son corps le reçut avec une gratitude qui allait au-delà de la faim, vers quelque chose de presque dévotionnel. Une femme entra dans la tente pendant qu'elle mangeait. Petite, les cheveux noirs, avec un visage carré et direct. Et des mains calleuses de la manière spécifique de quelqu'un qui travaille le cuir. Elle portait l'uniforme gris d'une intendante de camp du voile de fer, et elle portait un paquet de vêtements. « Le roi m'a demandé de vous apporter ça, » dit la femme. Son ton n'était prudent, ni amical ni hostile. Elle posa le paquet sur le coffre. Une vraie tunique, en lin vert foncé. Un pantalon, des chaussettes en laine, une ceinture en cuir. Marin regarda les vêtements, puis le sac à grains qu'elle portait encore, raide de sang séché et de saleté. Le contraste était si frappant qu'il semblait être un reproche pour chaque jour qu'elle avait passé à Ashen Moor. « Merci, » dit-elle. La femme hocha la tête. Elle commença à partir, puis s'arrêta à l'entrée de la tente. Il n'a pas dormi. Le roi, depuis qu'il vous a trouvé. Il s'assoit devant la tente et il ne dort pas. Je suis à son service depuis 6 ans et je ne l'ai jamais vu comme ça. Elle fit une pause. Quoi que vous soyez pour lui, il ne fait pas semblant. Puis elle partit. Et Marin resta assise sur le lit, tenant une tunique en lin. C'était le premier vrai vêtement que quelqu'un lui donnait depuis qu'elle était assez grande pour être utile. Et la fissure dans sa carapace s'élargit d'un autre pouce. Elle s'habilla. Cela prit beaucoup de temps car sa jambe ne se pliait pas correctement. Elle dut enfiler le pantalon par-dessus le mollet bandé par étapes. La tunique était trop grande, manifestement destinée à un homme. Mais elle était propre et chaude, et elle ne sentait pas le grain. Elle sentait le savon à lessive et le cèdre. Elle se tint debout dedans et se sentit, pendant un seul instant désorientant, comme une personne différente. Elle trouva la béquille que quelqu'un avait fabriquée pour elle, appuyée contre le poteau de la tente. Mieux que la branche qu'elle avait utilisée. Du vrai bois, façonné et rembourré en haut. Elle la cala sous son bras, boitilla jusqu'à l'entrée de la tente et l'écarta. Le camp s'étendait devant elle dans la faible lumière du matin. Un camp de guerre du voile de fer, organisé avec une précision militaire. Des rangées de tentes, un enclos pour les chevaux, des feux de cuisine envoyant de la fumée dans le ciel gris. Des soldats se déplaçaient entre les tentes avec détermination. Plusieurs d'entre eux la regardèrent alors qu'elle sortait. Leurs expressions allaient de la curiosité à quelque chose de plus méfiant. Kyle se tenait à 30 pieds de là, parlant avec un homme en armure d'officier. Il tourna la tête à l'instant où elle sortit, comme s'il avait senti sa présence à travers la toile. Et quelque chose dans sa posture changea, se détendit. L'officier parlait encore, mais Kyle n'écoutait plus. Il s'excusa d'un mot et se dirigea vers elle. Le camp semblait s'écarter pour lui, comme l'eau s'écarte pour une pierre. Les soldats s'écartaient sans qu'on le leur demande. « Tu ne devrais pas être debout, » dit-il. « Je suis allongé depuis 14 heures. Je n'y suis pas habitué. » Le coin de sa bouche bougea. Pas tout à fait un sourire, une suggestion de sourire. Sur un autre homme, cela aurait été illisible. Mais Marin était habituée à lire les choses subtiles. Elle avait passé sa vie à observer les gens pour savoir si elle allait être frappée ou ignorée. Et le léger adoucissement autour de ses yeux était sans équivoque. « Alors laisse-moi marcher avec toi, » dit-il. Il lui offrit son bras. Pas comme un courtisan offre son bras à une dame, avec le coude plié et le geste théâtral. Il tendit simplement son bras, stable, comme une rampe. Quelque chose sur quoi s'appuyer si elle en avait besoin. Elle le prit. Son avant-bras était dur de muscles sous la manche du manteau. La chaleur de son corps traversait le tissu. Ils marchèrent lentement le long du camp. Sa béquille tapait sur le sol gelé. Sa foulée était délibérément raccourcie pour s'adapter à la sienne. « Votre armée, » dit-elle après un moment. « Ils n'accepteront pas un oméga d'Ashen Moor dans votre camp. Ils accepteront ce que je leur dirai d'accepter. Ce n'est pas comme ça que la loyauté fonctionne. » Il baissa les yeux sur elle. « Et comment saurais-tu, comment fonctionne la loyauté? Ta meute t'a envoyé à la mort en portant un drapeau. » C'était la première chose tranchante qu'il lui disait. Et elle atterrit avec la précision d'un scalpel. Pas cruel, diagnostic. Il coupait à travers ses dérobades pour atteindre ce qui se trouvait en dessous. Et ce qui se trouvait en dessous, c'était qu'elle avait peur. Pas de lui. Du fossé entre ce qu'elle avait toujours été et ce qu'il lui offrait. Le fossé était si large qu'elle ne pouvait pas voir l'autre côté. Elle s'arrêta de marcher. La béquille s'enfonça dans une plaque de neige molle. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » dit-elle. « Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je ne suis pas forte. Je ne suis pas spéciale. Je n'ai pas de loup. J'ai survécu 9 jours parce que je suis têtue et que je sais calculer le taux de propagation d'une infection. Ce n'est pas de la force, c'est de l'arithmétique. » Ses yeux ambrés étaient fixés sur elle. « L'arithmétique t'a maintenue en vie quand ta meute t'a laissée pour morte. J'ai vu des guerriers avec des épées et des transformations complètes qui n'auraient pas pu survivre à ce que tu as survécu. » Il fit une pause. « Et tu te trompes sur ta louve. » Marin cligna des yeux. « Que voulez-vous dire? » « Je veux dire que je peux la sentir. » Il le dit doucement, avec la certitude de quelqu'un qui décrit la couleur du ciel. « Elle est là. Elle a toujours été là. Quelque chose la retient, et ce n'est pas naturel.
Quand je t'ai touché hier, elle a bougé. Je l'ai sentie à travers le lien. Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ta louve n'est pas absente, Marin. Elle est en cage. Les mots s'installèrent en elle comme des pierres jetées dans une eau calme. Elle avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'elle était sans loup, défectueuse, un oméga au sens le plus littéral du terme, la plus basse, la moindre. Et maintenant, le roi alpha du voile de fer, dont les sens étaient plus aiguisés que n'importe quel loup vivant, lui disait que tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge. Elle voulait le croire. Elle le voulait si fort que cela l'effrayait plus que l'infection dans sa jambe. Même si c'est vrai, dit-elle, ça ne change rien. Je suis toujours d'Ashenmore. Vous êtes toujours en guerre avec ma meute. Votre peuple me verra comme une traîtresse ou une espionne. Et mon peuple, elle s'interrompit. Elle allait dire, mon peuple ne me reprendra jamais. Mais la vérité, c'est qu'il ne l'avait jamais accepté. Vous ne pouvez pas simplement revendiquer un oméga ennemi comme votre reine. Cela déstabiliserait tout votre royaume. Regarde-moi faire, dit-il. Non. Elle retira son bras du sien. Ce n'est pas un conte de fées. Vous êtes un roi. Vous avez des responsabilités. Un royaume ne fonctionne pas sur les liens d'âme sœur et l'instinct. Elle respirait fort. Sa jambe la lançait. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient pratiques et raisonnables. Et elle détestait chacun d'eux parce qu'ils étaient vrais. Je n'ai rien. Je n'apporte rien. Pas d'alliance, pas de lignée, pas de loup, pas de dot. Je suis une femme qui recoud des plaies et nettoie les sols. Votre conseil ne l'approuvera jamais. Mon conseil, dit-il lentement, ne me dit pas qui aimer. Le mot la frappa comme un coup physique. Amour. Il avait dit amour. Ils se connaissaient depuis moins d'un jour, et il avait dit amour. Et le pire, c'est que le lien d'âme sœur chantait dans sa poitrine comme un diapason, lui disant que c'était réel. Tout. Et elle allait tout gâcher parce qu'elle ne savait pas comment laisser quelqu'un la tenir sans tressaillir. Elle se détourna de lui et retourna en boitillant vers la tente. Sa béquille glissa sur la glace et elle trébucha. Il fut là instantanément, sa main sur son coude, la stabilisant sans tirer. La chaleur de sa prise était si douce que sa mâchoire lui fit mal à force de la serrer pour ne pas s'appuyer contre lui. « Donnez-moi du temps, dit-elle sans le regarder. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin, dit-il, mais je ne t'abandonnerai pas. Ce sont deux choses différentes. » Elle retourna dans la tente, s'assit sur le lit et pressa ses mains contre son visage. Elle respira jusqu'à ce que les tremblements cessent. Puis elle déroula le bandage de sa jambe et examina la blessure avec un détachement professionnel. Le chirurgien du voile de fer avait fait du bon travail. L'os avait été remis en place et attelé correctement. L'infection répondait au cataplasme. Le jaune verdâtre s'était retiré pour former un mince anneau autour de la plaie. Elle boiterait pour le reste de sa vie, mais elle marcherait. 2 jours passèrent, puis 3. Le camp ne bougea pas. Marin comprit, avec la culpabilité silencieuse de quelqu'un habitué à être un inconvénient, que le roi alpha du voile de fer avait arrêté toute sa campagne de guerre pour qu'elle puisse guérir. 800 soldats, un convoi de ravitaillement, un corps de machines de siège, tous immobiles dans les bois gelés parce qu'un oméga avec une jambe cassée avait besoin de temps pour se rétablir. Elle passa les journées à faire ce qu'elle savait faire. Le chirurgien du camp du voile de fer, un loup plus âgé et bourru nommé Halver, découvrit qu'elle pouvait suturer avec une précision qu'il n'avait jamais vue. En 48 heures, elle travaillait à ses côtés dans la tente médicale. Elle recousait les blessures qu'il avait mal fermées et préparait des cataplasmes avec les fournitures qu'elle reconnaissait. Halver la regardait travailler les yeux plissés. C'était un homme au cou épais, avec une barbe argentée et des mains comme des pelles. Il avait été sceptique à son égard jusqu'à ce qu'elle lui montre une technique de suture pour les déchirures profondes des tissus qui réduisaient de moitié le temps de guérison. « Où as-tu appris ça? » dit-il, la regardant refermer une entaille sur l'avant-bras d'un soldat avec de minuscules points réguliers qui ne laissaient presque aucune cicatrice. « La pratique, dit-elle. Je recous des plaies depuis l'âge de 14 ans. Avant ça, je m'entraînais sur de la peau de porc. Tu t'es plus entraîné que certains chirurgiens que j'ai formés. Vos chirurgiens ont de vrais outils. Je travaille avec une aiguille en os et du catgut depuis 9 ans. On apprend la précision quand les instruments sont imprécis. » Halver grogna. C'était, elle l'apprendrait, sa plus haute forme de compliment. Les soldats s'habituèrent à elle plus vite qu'elle ne s'y attendait. Pas à cause du lien d'âme-sœur, bien que cela ait joué un rôle, parce qu'elle était utile. Les loups respectaient l'utilité. Elle recousait leurs blessures, leur montrait comment bander correctement les entorses. Elle enseigna à un jeune soldat souffrant de maux de tête chroniques une technique de point de pression plus efficace que la tisane d'écorce de saule qu'il avalait. Ils commencèrent à l'appeler guérisseuse. Ce n'était pas un titre qu'elle avait mérité, mais qu'elle acceptait parce que c'était mieux qu'avorton, ou fille, ou rien du tout. Kyle visitait la tente médicale chaque soir. Il ne restait jamais à rôder. Il se tenait à l'entrée, les bras croisés, et la regardait travailler avec cette expression d'intensité contrôlée. Et quand elle levait les yeux et croisait son regard, il hochait la tête une fois, comme pour se confirmer quelque chose, et partait. Les soldats le remarquèrent. Bien sûr qu'ils le remarquèrent. Un roi alpha qui venait chaque soir se tenir à la porte d'une tente médicale pour regarder un oméga suturer des blessures n'était pas subtil. Et Marin surprit les regards, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle passait. La 4e nuit, elle nettoyait des instruments dans une bassine d'eau bouillie quand une ombre tomba sur l'entrée de la tente. Elle leva les yeux, s'attendant à Kyle. Mais ce n'était pas Kyle. C'était une femme, grande, blonde, avec le genre de beauté anguleuse qui semblait sculptée plutôt que naturelle. Elle portait le gris et l'argent d'un lieutenant du voile de fer.
Elle se déplaçait avec la grâce contenue d'une louve dominante. Ses yeux étaient verts et froids. Ils balayèrent Marin avec l'évaluation experte de quelqu'un qui classe une menace. « Alors c'est vous, l'Oméga d'Ashenmore », dit la femme. Sa voix était douce et contrôlée, chaque syllabe précise. Celle pour qui le roi a arrêté une campagne. Marin posa l'instrument qu'elle nettoyait. Ses mains étaient stables. Des années à être évaluées par des femmes hostiles à Ashenmore lui avaient donné un calme particulier dans ces situations. Le calme de quelqu'un qui avait appris que montrer sa peur était une invitation. « Je suis Marin », dit-elle. La femme s'approcha. Elle sentait la glace et le fer, une odeur de loup dominant, vive et autoritaire. « Je suis le lieutenant Saravos. Je sers le roi depuis 7 ans. J'ai commandé son flanc gauche à Grey Hollow. » Elle fit une pause. « Je suis aussi amoureuse de lui depuis 5 de ces 7 années. Et je vous dis cela non pas comme une menace, mais comme un contexte pour ce que je vais dire. » Marin ne dit rien. Elle attendit. Les yeux verts de Sarah croisèrent les siens. « Il n'a jamais regardé personne comme il vous regarde. Je l'ai vu refuser les filles d'Alpha-Zalier, des propositions de 3 royaumes, des mariages politiques qui auraient immensément renforcé le voile de fer. Il a attendu 15 ans. Il a attendu son âme sœur. Son conseil lui a dit qu'il était stupide, et ses généraux lui ont dit qu'il était sentimental. Et il a attendu quand même. » Elle expira par le nez. Et son âme sœur s'avère être un Oméga blessé d'une meute ennemie qui recoud des plaies dans un camp de ravitaillement. « Si c'est le moment où vous me dites de partir, » dit Marin doucement, « je l'ai déjà entendu. Vous devrez être plus créative que la dernière personne qui a essayé. » Quelque chose changea dans l'expression de Sarah. Pas un adoucissement, exactement, de la reconnaissance. La façon dont un soldat en reconnaît un autre. « Je ne vous dis pas de partir, » dit Sarah. « Je vous dis que si vous le brisez, je vous trouverai où que vous alliez. Et le lien d'âme-sœur ne vous protégera pas. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et il mérite quelqu'un qui restera. Pas quelqu'un qui prendra sa gentillesse et s'enfuira parce qu'elle en a peur. Oh. » Marin regarda cette femme qui aimait un homme qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle ressentit une pointe inattendue de quelque chose qui n'était pas de la pitié, mais de la parenté. Elles étaient toutes les deux des femmes qui avaient organisé leur vie autour de ce qu'elles ne pouvaient pas avoir. « J'en ai peur, » dit Marin, « mais je suis toujours là. » Sarah l'étudia longuement. Puis elle hocha la tête, un geste bref et sec, comme elle accuserait réception d'un ordre. « Bien. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, vos sutures sont les plus propres que j'ai jamais vues. Halver ne le dira pas parce qu'il est constitutionnellement incapable de complimenter qui que ce soit. Mais il a dit au roi que vous aviez les meilleures mains du camp. » Puis elle partit. Et Marin resta dans la tente médicale, les mains dans une bassine d'eau chaude. Elle pensa à une femme qui aimait un roi depuis 5 ans sans jamais dire un mot, et qui avait tout dit à une étrangère parce que le protéger comptait plus que se protéger elle-même. Il y avait un courage là-dedans que Marin reconnaissait, une autre façon de porter un fardeau. La 5e nuit, Kyle ne se tint pas à l'entrée. Il entra. Marin était seule, roulant des bandages à la lueur d'une lampe. Sa jambe guérissait assez bien pour qu'elle puisse rester debout plus longtemps, bien que la boiterie persistât et persisterait. La tente sentait les herbes et le linge propre. Dehors, le camp s'installait dans le calme du soir. Les feux de cuisine s'éteignaient. Les sentinelles prenaient leur position. Kyle se tenait de l'autre côté de la table. La lumière de la lampe transformait ses yeux ambrés en or liquide. Il était en manche de chemise, le manteau jeté. Elle pouvait voir toute son architecture. La largeur de ses épaules, la musculature lourde de ses bras. Un corps bâti pour la guerre et entretenu par elle. Il y avait des cicatrices sur ses avant-bras qu'elle n'avait pas vues auparavant, vieilles et nombreuses. Les marques d'un homme qui s'était battu depuis qu'il était assez jeune pour que les cicatrices s'étirent avec la croissance. « Marin, » dit-il, « je dois te dire quelque chose, et je veux que tu écoutes avant de répondre. » Elle posa le rouleau de bandage. « J'écoute. » Mes éclaireurs ont pris contact avec la colonne de retraite d'Ashenmore. Ta meute est à 3 jours au nord, se regroupant à la frontière. L'Alpha Brand consolide ce qui reste de ses forces. Il fit une pause. Il a envoyé un message exigeant le retour de tous les prisonniers et biens d'Ashenmore, y compris toi. Le mot « bien » resta en suspens dans l'air entre eux comme une pierre qu'on laisse tomber. Il ne t'a pas listé par ton nom, dit Kyle, et quelque chose de sombre passa dans sa voix. Il t'a listé comme un auxiliaire de camp Oméga, aucune valeur tactique, dans le cadre d'un échange général de prisonniers. J'ai rejeté l'échange. Il verra ça comme un acte de guerre. C'est un acte de guerre, dit Marin. C'est un acte de revendication de ce qui est à moi. Elle se leva. La chaise racla, sa jambe protesta, et elle l'ignora. Je ne suis pas un bien. Ni le sien, ni le vôtre. Vous ne pouvez pas refuser un échange de prisonniers pour me garder. Rien que les conséquences diplomatiques. Je connais les conséquences. Alors vous savez que Bran utilisera ça comme justification pour une autre attaque. Plus de vos soldats mourront pour un Oméga qui nettoie les sols et recoue les plaies. Kyle contourna la table. Il se déplaçait avec une détermination qui n'était pas agressive, mais indéniable, comme une marée. Marin recula d'un pas et heurta le poteau de la tente. Et puis il fut là, proche. Si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur irradier de son corps. Son odeur l'enveloppa comme une seconde paire de bras. « Répète ça, » dit-il. Sa voix était basse. « Dis-moi encore que tu nettoies les sols. Dis-moi que tu ne vaux pas le prix. » Elle ouvrit la bouche. Il posa sa main sur le côté de son cou, son pouce contre sa mâchoire, lui relevant le visage.
Sa paume couvrait tout le côté de sa gorge. Elle sentait son propre pouls martelé contre ses doigts et elle savait qu'il le sentait aussi. Ta meute t'a dit ce que tu valais, dit-il. Ils ont calculé ta valeur en fonction de ce que tu pouvais faire pour eux et l'ont trouvée insuffisante. Mais il mesurait la mauvaise chose. Il se pencha plus près. Son front touchait presque le sien. Elle pouvait voir les stries dans ses iris ambrés, des anneaux d'or et de bronze, et quelque chose de presque rouge sur les bords. Ils ont mesuré la force. Ils ont mesuré la dominance. Ils ont mesuré le loup. Et ils ont manqué tout ce qui te rend extraordinaire. Vous ne savez pas ce qui me rend extraordinaire, murmura-t-elle. Vous me connaissez depuis 5 jours. Je sais que tu as porté un drapeau sur 400 miles parce que tu pensais que la broderie méritait mieux que la saleté. Son pouce bougea le long de sa mâchoire. Ce n'est pas de l'entêtement. Ce n'est pas du devoir. C'est le genre d'âme qui voit de la valeur dans les choses que les autres jettent. Et je me suis jeté corps et âme dans un royaume qui n'a pas besoin de mon âme, seulement de mes crocs. Il fit une pause. Tu me donnes envie de construire quelque chose, au lieu de simplement le défendre. La fissure dans sa carapace ne s'élargit pas. Elle se brisa. Toute la structure s'effondra d'un coup, silencieusement, comme la glace se détachant d'un glacier dans l'eau chaude. Et en dessous, il y avait quelque chose de brut, de terrifié et de vivant. Et cela tendit la main vers lui, comme une personne qui se noie cherche de l'air. Elle l'embrassa. Ce n'était pas un bon baiser. Elle ne savait pas comment faire. Elle n'avait jamais été embrassée, jamais été touchée avec autre chose que du mépris. Son angle était mauvais. Son nez heurta le sien. Ses mains tremblaient si fort qu'elle ne pouvait pas s'accrocher à sa chemise. Mais sa réponse fut immédiate et absolue. Ses bras l'entourèrent. Il la serra contre lui avec une férocité prudente qui disait qu'il savait qu'elle était encore blessée et qu'il s'en fichait, et en même temps qu'il s'en souciait énormément. Et sa bouche trouva la sienne correctement. Le baiser qui suivit fut lent et profond, et avait le goût de la fumée de bois et du sel de ses propres larmes. Quand ils se séparèrent, elle respirait fort et sa jambe hurlait. Et elle se fichait de tout ça. « Ne me renvoyez pas », dit-elle. Et c'était la première fois qu'elle demandait quelque chose à quelqu'un dans sa vie d'adulte. « Jamais », dit-il. Le mot était un vœu. Il pressa ses lèvres sur son front. Son souffle était chaud contre sa peau. « Tu es à la maison. Tu es à la maison depuis que je t'ai trouvé dans la neige. Tu ne le savais juste pas encore. » Elle dormit cette nuit-là dans sa tente, pas dans son lit, sur le lit de camp. Il prit le sol sans qu'on le lui demande. Et quand elle se réveilla dans les heures sombres du matin au son du vent contre la toile, elle put entendre sa respiration en dessous d'elle, profonde et régulière. Le lien d'âme-sœur vibrait entre eux comme un courant en eau profonde. Et pour la première fois en 23 ans, elle se sentit assez en sécurité pour fermer les yeux sans planifier une voie d'évasion. Mais la sécurité, comme Marin le savait par expérience, était temporaire. Le 7e jour, ils arrivèrent. Elle était dans la tente médicale, enseignant à l'apprenti d'Alver comment irriguer une blessure sans propager l'infection, quand elle le sentit. Pas un son, une sensation, une vibration dans l'air comme la chute de pression avant un orage. Et sa louve, toujours en cage, toujours dormante, pressa contre les murs de ce qui la retenait avec une urgence soudaine et violente. Dehors, le camp explosa. Des corps sonnèrent, des soldats crièrent, le tonnerre des sabots et le choc des armes dégainées. Marin attrapa sa béquille et boitilla jusqu'à l'entrée de la tente. La lisière des arbres au nord du camp était pleine de loups. Pas des loups du voile de fer. Ceux-ci étaient d'Ashen Moor. Elle pouvait les sentir même à cette distance, la note musquée particulière de leur transformation. Et à la tête de la meute, monté sur un cheval de guerre gris, se trouvait l'Alpha Bran lui-même. Il était plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, 50, peut-être 55 ans, avec des cheveux gris fer et un visage comme une hache. Il avait été beau autrefois, comme les lames sont belles. Mais l'âge et l'amertume avaient transformé la netteté en quelque chose de corrodé. Ses yeux étaient du gris plat d'un ciel d'hiver. Il se déplaçait sur le camp du voile de fer avec le mépris d'un homme qui considérait tout ce qui se trouvait hors de ses propres frontières comme fondamentalement inférieur. À côté de lui, sur un cheval noir, se trouvait Declan. Plus jeune, plus large, avec la mâchoire de son père et la cruauté de sa mère. C'est lui qui avait cassé la jambe de Marin. Pas délibérément, techniquement. Il l'avait bousculée pendant la retraite et elle était tombée contre une roue de chariot. L'os s'était cassé. Il l'avait regardée allongée sur le sol et avait dit « Marche, avortons ». Mais la bousculade avait été délibérée. Tout ce que Declan faisait à Marin était délibéré. Ils avaient amené 30 loups. Pas assez pour un assaut complet. Assez pour une démonstration de force. Le message de Bran était clair. Je suis ici pour reprendre ce qui est à moi. Kyle était déjà au périmètre, flanqué de Sarah et d'un mur de soldats du voile de fer. Il portait maintenant son manteau de guerre, du cuir noir sur de la maille. Ses mains étaient vides, mais ses épaules étaient contractées d'une manière qui suggérait que son loup était très proche de la surface. L'ambre de ses yeux s'était assombrie. Pas rouge, pas encore, mais la teinte limite qui disait que l'homme et la bête partageaient le même espace et qu'aucun n'était entièrement en contrôle. Bran. La voix de Kyle porta à travers la clairière. « Tu amènes des loups dans mon camp sans y être invité. Je pourrais considérer cela comme un acte de guerre. » Bran descendit de cheval. Il n'était pas aussi grand que Kyle, mais il avait la carrure nerveuse et implacable d'un homme qui avait survécu en étant plus méchant que tout le monde autour de lui.
Tu détiens un des membres de ma meute, un oméga nommé Marin, répertorié comme auxiliaire de camp. Je suis ici pour la récupérer. Elle n'est pas à toi pour que tu la récupères. La lèvre de Bran se retroussa. Elle porte la marque d'Ashenmore, propriété de la meute selon l'accord de l'Ouest. La main de Marin se porta involontairement à son épaule gauche. La marque qu'elle avait presque oubliée. Une petite marque pressée dans sa peau quand elle avait 13 ans. Le blason d'Ashenmore brûlé dans sa chair par Senna elle-même, pendant que 2 bêtas la maintenaient. Elle avait guéri en une cicatrice blanche en relief en forme de tête de loup, et elle la marquait comme propriété de la meute, un statut juste au-dessus du bétail. C'est mon âme sœur prédestinée, dit Kyle. Les mots résonnèrent dans la clairière. Elle les vit atterrir sur les loups d'Ashenmore comme des pierres. Plusieurs d'entre eux échangèrent des regards. Même à Ashenmore, un lien d'âme sœur était sacré. Le nier, c'était défier la déesse de la lune elle-même. Ce lien supplante toute marque ou accord. Le visage de Bran se figea. Pendant un instant, une fraction de seconde, quelque chose bougea derrière ses yeux gris et plats. Pas tout à fait le doute, pas tout à fait la peur. Quelque chose de plus ancien, peut-être quelque chose d'avant qu'il ne devienne l'homme qu'il était. Une lueur de compréhension que les liens d'âme sœur n'étaient pas des outils politiques, mais des forces fondamentales. Et qu'interférer avec l'un d'eux était un acte contre l'ordre naturel. Puis ce fut parti. Son visage se durcit et la hache revint. Un lien prédestiné, dit-il lentement, entre un roi alpha et un oméga sans loup. Il rit. C'était un son cassant, comme du bois sec qui se brise. Mon roi, vous avez été trompé. Cette fille n'a pas de loup. Elle n'en a jamais eu. Elle est défectueuse. Quel que soit le lien que vous pensez ressentir, c'est une manipulation. Peut-être un sort de sorcière. Peut-être simplement le désespoir d'une fille qui a vu une opportunité d'échapper à sa condition. Kyle ne dit rien. Son silence était plus effrayant que tout ce que Bran avait dit. C'était le silence d'un prédateur choisissant le moment exact pour frapper. De plus, continua Bran, élevant la voix pour le bénéfice des soldats assemblés des deux côtés. La fille porte la bannière de guerre d'Ashenmore, volée pendant la retraite de Greyhollow. Cette bannière est la propriété de la meute d'Ashenmore. Son vol est un acte de trahison punissable de mort selon nos lois. Je suis dans mon droit de l'exécuter ici et maintenant. Marin sentit le sang quitter son visage. La bannière. Il la lui avait donnée. Declan l'avait mise dans ses bras lui-même. Mais bien sûr, il n'y avait aucune preuve de cela. Aucun témoin qui parlerait pour un oméga contre le fils d'un alpha. C'était sa parole contre la leur. Et sa parole ne valait rien. Elle regarda Declan. Il la regardait depuis son cheval avec une expression de léger intérêt, comme on regarderait un insecte sur un rebord de fenêtre. Et pendant un étrange moment, alors que leurs yeux se croisaient, elle vit quelque chose sur son visage qui ne collait pas. Une tension autour de sa bouche, un muscle de sa mâchoire qui travaillait. Pas de la cruauté, de l'inconfort. Il se souvenait. Il se souvenait lui avoir donné la bannière. Il se souvenait de la blague, des rires, de la bousculade qui lui avait cassé la jambe. Et quelque part, sous le sentiment de supériorité et le sadisme désinvolte, quelque part très profondément, dans un endroit qu'il ne visitait probablement jamais volontairement, il savait ce qu'il avait fait. L'inconfort n'était pas du remords. C'était la conscience que si la vérité éclatait, son père le punirait pour avoir donné la bannière, pas elle. Declan ne luttait pas avec la culpabilité. Il luttait avec l'instinct de survie. Mais même ça, c'était quelque chose. Une fissure dans la cruauté, un fantôme de conséquences. Kyle fit un pas en avant. Le sol ne trembla pas. Le ciel ne se fendit pas. Mais chaque loup à portée de voix sentit la dominance se déverser de lui comme la chaleur du bitume. Ce n'était pas une démonstration. C'était simplement ce qu'il était. Comme une montagne n'essaie pas d'être grande. « Laisse-moi être clair », dit-il, et sa voix était tombée dans un registre qui vibrait dans les os de Marin. Ses yeux n'étaient plus ambrés. Ils étaient dorés. D'un or pur, brillant, brûlant, la couleur des yeux d'un loup au sommet d'une transformation. L'homme qui parlait était toujours Kyle, mais le loup était juste là, juste derrière les mots. Et son loup était énorme. « Marin, viens ici. » Elle ne voulait pas. Chaque instinct forgé par 23 ans de survie lui disait de rester cachée, d'être petite, de ne pas attirer l'attention. Mais le lien d'âme sœur la tira en avant comme une main sur son sternum. Elle sortit de derrière la ligne des soldats du voile de fer, avec sa béquille, sa boiterie et tout le reste. Dans l'espace entre les deux meutes, les loups d'Ashenmore la fixèrent. Plusieurs d'entre eux tressaillirent. Elle ne comprit pas pourquoi jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il ne la regardait pas. Il regardait ses yeux. Elle ne pouvait pas voir ses propres yeux, mais elle le sentait. Sa louve, la louve qui avait été en cage pendant 23 ans, pressait contre la cage avec une force qui la changeait de l'intérieur. La chaleur inonda son corps. Une chaleur qui n'était pas celle de Kyle, pas celle du lien d'âme sœur, mais la sienne, entièrement la sienne. Elle s'accumula dans sa poitrine comme une respiration retenue, puis se propagea. Ses yeux, elle l'apprendrait plus tard, étaient devenus argentés. Pas gris, argentés, brillants comme du métal poli. La couleur d'un loup qu'on n'avait pas vu depuis 7 générations. Un loup lunaire. Un descendant direct de la première meute de la déesse de la lune. Une lignée si rare qu'on la croyait éteinte. La raison pour laquelle sa louve avait été en cage n'était pas une déficience. C'était une suppression. Quelqu'un, à un moment de son enfance, avait placé un lien sur sa louve si puissant qu'il avait fallu 23 ans d'énergie accumulée du lien d'âme sœur pour commencer à le fissurer. Bran vit ses yeux et devint blanc. Pas pâle, blanc. La couleur d'un homme qui vient de voir quelque chose qu'il reconnaît. Quelque chose qu'il espérait ne jamais revoir.
Et Marin comprit, dans un éclair de clarté si vif qu'il ressemblait à une lame, que Bran avait su. Il avait su ce qu'elle était. Il l'avait su depuis qu'elle était un bébé, depuis la mort de sa mère, depuis que le lien avait été placé. Sa mère n'était pas morte en couche. Sa mère était morte parce que quelqu'un l'avait tuée pour atteindre l'enfant, pour atteindre la lignée Luna, puis avait lié la louve de l'enfant pour contenir et contrôler le pouvoir. Bran n'avait pas gardé Meryn en vie par tolérance. Il l'avait gardée en vie parce qu'un loup Luna lié était une arme, un outil, quelque chose à utiliser le moment venu. Et le moment n'était jamais venu, parce que Bran n'avait jamais eu besoin de le déployer. Et donc Meryn avait nettoyé les sols et recousu les plaies et cru qu'elle n'était rien. Et pendant tout ce temps, elle avait été le loup le plus puissant de la meute d'Ashen Moor. Vous saviez, dit Meryn. Sa voix ne ressemblait pas à sa voix. Elle était plus profonde, plus pleine, résonnant de quelque chose qui vibrait à une fréquence qu'elle n'avait jamais atteinte. Vous saviez ce que j'étais. Vous avez tué ma mère et vous avez lié ma louve. Et vous m'avez gardé comme une arme dans un coffre-fort. La main de Bran se porta à l'épée à sa hanche. Son visage était un masque de fureur et de peur, et les deux étaient indiscernables. Tu ne sais rien, fille. Tu es un oméga. Tu es une propriété. Tu viens avec moi maintenant ou je... Quoi? Dit Kyle, s'avançant pour se tenir à côté de Meryn. Il ne la toucha pas. Il se tint à côté d'elle, épaule contre épaule. L'or de ses yeux et l'argent des siens projetaient des lumières concurrentes sur le sol gelé. Que feras-tu, Bran? Finis ta phrase. Bran dégaina son épée. Ce qui se passa ensuite prit 3 secondes. Kyle se transforma. Pas partiellement, complètement. Le manteau noir se déchira alors que son corps se dilatait. Ses muscles se restructurant avec une vitesse qui disait que son loup avait attendu exactement ce moment, retenu par rien d'autre que la volonté de faire de l'homme. Le loup qui émergea était massif, à la fourrure noire, avec des yeux dorés qui contenaient la même intelligence que ceux de l'homme. Et il se plaça entre Meryn et la lame de Bran avant que l'épée n'ait fini de sortir du fourreau. Les soldats du voile de fer se transformèrent en une vague derrière lui. 30 loups, en armure et aguerris, contre les 30 de Bran. Mais les loups de Bran ne se transformèrent pas. Ils regardèrent leur alpha, puis le loup de Kyle. Puis ils regardèrent les yeux argentés de Meryn. Et un par un, ils baissèrent la tête. Pas en soumission à Kyle, en soumission à elle, à ce qu'elle était, ce qu'elle représentait. Un loup lunaire n'était pas seulement une lignée, c'était une alliance. La lignée directe de la déesse de la lune. L'alpha originel dont tous les loups descendaient. Se dresser contre un loup lunaire, c'était se dresser contre la source elle-même. Bran était seul avec son épée dégainée. Ses loups derrière lui refusaient de se battre. Et le roi alpha du voile de fer se tenait devant lui sous forme de loup, les crocs découverts. Le calcul sur son visage n'était pas du courage, c'était de l'arithmétique. La même arithmétique froide que Meryn utilisait pour calculer la propagation d'une infection. Et les chiffres lui disaient qu'il était mort. Il abaissa l'épée. Kyle se retransforma. La transformation fut fluide. Quelqu'un, elle ne vit pas qui, lui lança une cape qu'il enroula autour de sa taille sans quitter Bran des yeux. Des cicatrices couvraient son torse, anciennes et nouvelles. Une carte de 15 ans de guerre. Tu quitteras mon territoire, dit Kyle. Tu retourneras à Ashen Moor. Tu ne franchiras plus jamais la frontière du voile de fer. Si tu le fais, je ne m'arrêterai pas à ton armée. Je viendrai te chercher personnellement. Et je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Grey Hollow ressemble à une courtoisie. La mâchoire de Bran travailla. Ses yeux gris étaient plats et durs. Mais sous la dureté, quelque chose s'était brisé. Pas sa volonté, sa certitude. Pendant 23 ans, il avait été certain que l'Oméga lié dans sa meute était sa police d'assurance, son atout, son arme captive. Et maintenant, elle se tenait en territoire ennemi avec des yeux argentés et un lien d'âme sœur avec l'alpha le plus puissant du continent. Et chaque calcul qu'il avait jamais fait à son sujet était faux. Il monta sur son cheval. Declan était déjà tourné, le visage détourné, la mâchoire serrée de ce même inconfort, de cette même quasi-culpabilité qui le tiendrait probablement éveillé pendant des années sans qu'il comprenne pourquoi. Ce n'est pas fini, dit Bran. Pour toi, si, répondit Kyle. La meute d'Ashen Moor se retira dans la lisière des arbres. Le son de leurs chevaux s'estompa dans la forêt. Les soldats du voile de fer restèrent en formation jusqu'à ce que le dernier battement de sabot ait disparu. Puis, lentement, ils se détendirent. Meryn se tenait dans la clairière avec des yeux argentés et une jambe cassée. La chaleur d'un pouvoir qu'elle ne comprenait pas encore coulait en elle comme une rivière souterraine. Elle se tourna vers Kyle, qui se tenait torse nu dans la neige avec une cape autour de la taille et du sang de la transformation sur les mains. Et elle dit « Je crois que je vous dois une conversation sur le fait de ne pas me renvoyer. » Sa bouche fit quelque chose qu'elle ne lui avait jamais vu faire. Elle sourit, un vrai sourire, plein et sans défense. Et cela transforma son visage, de quelque chose de sculpté et d'intimidant en quelque chose de plus jeune, de plus chaleureux et d'étonnamment humain. « Tu ne me dois rien, dit-il, mais j'aimerais beaucoup que tu restes. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de découvertes. Le lien sur la louve de Meryn ne se brisa pas d'un coup. Il se fissura par étapes. Chaque fissure libérant une nouvelle vague de sensations qui la laissait tremblante et désorientée. Sa louve fit surface par fragments. D'abord un odorat accru, si aigu qu'elle pouvait identifier les soldats individuellement par leur odeur à travers le camp. Puis une ouïe si fine qu'elle pouvait entendre le battement de cœur de la personne à côté d'elle. Elle pouvait dire d'après le rythme s'il mentait, avait peur ou était en paix.
Puis la force s'insinua dans ses membres comme la chaleur dans des doigts gelés. Ses muscles s'épaissirent sous une peau qui avait été décharnée pendant des années. Halver suivait les changements avec une fascination professionnelle et une alarme croissante. Sa densité osseuse augmente, dit-il à Kyle lors d'un des briefings du soir que Maren n'était pas censée entendre, mais qu'elle pouvait maintenant entendre parfaitement depuis sa tente. Sa jambe guérit 3 fois plus vite que la normale. Ses marqueurs immunitaires ne ressemblent à rien dans mes dossiers. Quoi que ce lien retenait, ce n'était pas seulement un loup. C'était tout un système physiologique. Elle a fonctionné à la moitié de sa capacité toute sa vie. La réponse de Kyle fut un grondement sourd dans sa poitrine. Je veux que le lien soit complètement retiré. Ce n'est pas une procédure médicale, c'est une procédure spirituelle. Vous avez besoin d'un chaman ou la fille doit le briser elle-même? Le peut-elle? Je pense, dit Halver lentement, qu'elle est déjà en train de le faire. Il avait raison. Le lien se dissolvait sous la pression combinée du lien d'âme-sœur et de la louve de marin, qui avait été en cage, mais pas inactive. 23 ans de confinement avaient comprimé sa louve en quelque chose de dense, de patient et de très en colère. Et maintenant que la cage se fissurait, elle passait par les brèches avec une intensité concentrée qui faisait mal aux dents de marin et brouillait sa vision d'argent sur les bords. Elle était seule dans la tente médicale la 10e nuit quand le reste du lien se brisa. Cela se produisit sans avertissement. Un instant, elle roulait des bandages. L'instant d'après, un son s'échappa de sa gorge qu'elle ne reconnut pas. Un hurlement, mais pas de ses cordes vocales humaines, de quelque part de plus profond, de cellulaire. La lumière argentée dans ses yeux explosa et remplit la tente. Elle tomba à genoux et son corps prit feu. Pas un vrai feu, le feu du loup, la transformation. La première transformation qu'elle ait jamais connue à 23 ans, bien après l'âge où les loups apparaissent normalement. Et elle la frappa avec la force accumulée de 2 décennies de suppression, libérée d'un coup. Elle entendit la toile se déchirer. Elle entendit ses propres os se réarranger. Un son comme de la glace qui craque au printemps. La douleur était extraordinaire. La douleur était un univers blanc et brûlant qui commençait et finissait dans sa colonne vertébrale. Et puis, elle se tenait sur 4 pattes dans les ruines de la tente médicale. Et le monde était différent. Plus net, plus large. Les odeurs seules étaient une symphonie. Des centaines d'odeurs individuelles, superposées et distinctes. Chacune une histoire. Elle pouvait sentir le charbon dans le brasero, les herbes dans les bocaux, le cuir de la tente. Et sous tout cela, indubitable, se rapprochant, la résine de pain et la pluie sur la pierre chaude. Et lui. Kyle arriva à la tente en 4 secondes. Il arracha le rabat et s'arrêta. La louve de marin n'était pas ce à quoi on s'attendait. Elle était blanche. Pas grise, pas argentée. Blanche. D'un blanc pur et sans fond, la couleur du clair de lune sur la neige. Elle était plus petite qu'un loup de guerre, mais pas petite. Svelte et anguleuse, avec des yeux argentés qui avaient leur propre lumière. Sa fourrure chatoyait quand elle bougeait, captant la lumière de la lampe et la renvoyant en fragments prismatiques. Elle était, selon l'évaluation complètement objective du chirurgien du camp du voile de fer, qui écrirait un rapport détaillé à ce sujet plus tard, la plus belle louve qu'il ait vue en 40 ans de pratique. Kyle tomba à genoux, pas en soumission, en reconnaissance. Il tendit la main et la posa sur son museau. Le contact était le même que lorsqu'il avait touché sa joue pour la première fois dans la neige. Chaud, stable et absolument certain. « Te voilà », dit-il. La louve blanche pressa sa tête dans sa paume et ferma ses yeux argentés. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi. Le roi Alpha agenouillé dans les décombres d'une tente médicale, la main sur la louve de son âme sœur. Et aucun d'eux ne dit rien, car certaines choses n'ont pas besoin de mots. Elles ont besoin de présence. Elles ont besoin de contact. Elles ont besoin de la simple preuve physique que l'autre personne est réelle. La cérémonie de marquage eut lieu 3 jours plus tard. Marin aurait préféré quelque chose de discret. Elle n'était pas habituée à être regardée. Et 800 loups la regardant simultanément était une sensation qui se situait entre l'exaltation et la nausée. Mais Kyle comprenait quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. La cérémonie n'était pas pour eux. Elle était pour la meute. Les loups du voile de fer avaient besoin de voir leur roi revendiquer son âme sœur. Ils avaient besoin du rituel, de la formalité, de la déclaration publique qui les liait ensemble. Pas seulement en tant qu'individus, mais en tant qu'unité autour de laquelle la meute pouvait s'organiser. Il fit tenir la cérémonie dans la grande tente. Le centre de commandement fut vidé et reconfiguré avec des rangées de soldats debout et des torches dans des appliques en fer le long des murs de toile. La lumière était chaude et dorée, lumière du feu et flamme des torches. Elle baignait l'intérieur d'une lueur ambrée profonde qui donnait à tout l'air d'une vieille peinture. Marin portait la tunique verte qu'on lui avait donnée le premier jour, nettoyée et raccommodée. Elle avait refusé quoi que ce soit de plus élaboré. Kyle portait son manteau de guerre noir, réparé là où la transformation l'avait déchiré. Il se tenait face à face au centre de la tente. Et les 800 loups de l'armée du voile de fer se tenaient en silence autour d'eux. La cérémonie était simple. Le voile de fer n'aimait pas les rituels élaborés. Le roi Alpha faisait face à son âme sœur. Il prononçait son nom. Elle prononçait le sien. Il lui inclinait la tête sur le côté, exposant son cou. Et elle le laissait faire, ce qui était le but. Le laisser faire, la confiance. Un alpha pouvait prendre, mais une vraie revendication était donnée. Il la mordit. Ses canines s'étaient transformées, juste les dents, longues et acérées.
Elles s'enfoncèrent à la jonction de son cou et de son épaule avec une précision qui disait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. La douleur fut brève et vive, puis disparut, remplacée par une vague de chaleur qui inonda le lien d'âme-sœur comme un barrage qui cède. Marin haleta, sa vision devint argentée. Elle sentit son loup et sa louve se rencontrer quelque part à l'intérieur du lien. Deux présences massives se tournant autour, puis s'installant ensemble comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Elle le mordit en retour. C'est la partie qui surprit les soldats qui regardaient. Dans les cérémonies traditionnelles, seul l'alpha marquait. Mais Marin inclina la tête de Kyle avec sa main sur sa mâchoire, et il la laissa faire. L'alpha le plus puissant du continent, offrant sa gorge à une femme qui nettoyait les sols 2 semaines plus tôt, et elle mordit son cou assez fort pour faire couler le sang. Son sang avait le goût du fer et du pain. Il émit un son bas dans sa gorge. Pas de la douleur, de la satisfaction. Et quand elle se retira, la marque était là, vive et permanente. Ils étaient liés. Les soldats explosèrent. Pas en applaudissements, les loups n'applaudissent pas, en hurlements. 800 voix s'élevèrent en même temps, remplissant la grande tente d'un son qui résonna dans les os de Marin, et fit hurler sa louve en réponse depuis sa poitrine. Kyle la serra contre lui et la maintint là, sa main sur sa nuque, sa bouche près de son oreille. « Ma reine », dit-il. Pas un titre, un fait. Elle pressa son visage contre son épaule et l'inspira. Elle ne pleura pas, car elle avait assez pleuré. Ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas de la tristesse ou du soulagement, mais quelque chose de plus dur et de plus durable, la certitude. La connaissance absolue et inébranlable qu'elle était exactement là où elle devait être, avec exactement qui elle devait être, et que tout ce qui avait précédé, la douleur, le nettoyage des sols et les 9 jours dans la neige, avait été le prix d'entrée pour une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Sarah Voss fut la première à s'approcher après la cérémonie. Elle se tint au garde-à-vous, le poing sur le cœur, et regarda Marin dans les yeux. « Ma reine », dit-elle. Sa voix était stable, ses yeux verts brillaient. Mais si c'était d'émotion ou de la lumière du feu, Marin ne pouvait le dire. « Je vous jure mon service. » Marin tendit la main et prit la sienne. Pas son poing, sa main. Elle la tint un instant. La poignée disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire, qu'elle savait, qu'elle comprenait, que la loyauté de Sarah était la chose la plus précieuse dans la pièce. « Tenez-vous à mes côtés, » dit Marin. « Pas derrière moi. » La mâchoire de Sarah se serra. Elle hocha la tête une fois. Les semaines qui suivirent furent les plus désorientantes de la vie de Marin. Et elle avait traîné une bannière de guerre à travers le territoire ennemi avec une jambe cassée 2 semaines plus tôt. Donc la barre pour désorientant était haute. Elle apprit à se transformer. Pas avec grâce, pas rapidement, mais de manière fiable. Sa louve était puissante, mais non entraînée. 23 ans d'énergie comprimée sans exutoire. La première fois qu'elle courut sous forme de loup, elle jugea mal sa propre vitesse et traversa une tente de ravitaillement à 40 miles à l'heure. Des caisses de viande séchée explosèrent dans toutes les directions. Halver passa 1 heure à retirer de la viande séchée de sa barbe et ne lui parla pas du reste de la journée. Elle apprit la vérité sur le lien. Kyle fit venir une chamane, une vieille femme nommée Tove, qui sentait la fumée de sauge et la menthe poivrée. Elle examina Marin avec des mains noueuses mais douces. Le lien avait été placé quand Marin était un bébé, confirma Tove. Tissé dans ses os par quelqu'un de très puissant. Pas de la magie de sorcière, de la magie de loup, l'ancienne sorte, celle qui exigeait un sacrifice. Votre mère l'a placé, dit Tove, et les mots tombèrent comme un marteau. Marin la fixa. Ma mère est morte en me donnant naissance. Votre mère est morte en plaçant le lien. Ce n'est pas Bran qui a lié votre louve, c'est elle. Elle savait ce que vous étiez. Elle savait ce que Bran ferait d'un loup lunaire. Vous utilisez comme une arme, vous faire reproduire pour le pouvoir, vous réduire à un outil. Elle a choisi de lier votre louve elle-même, avec sa propre vie comme prix, pour que votre pouvoir reste caché jusqu'à ce que vous soyez assez en sécurité pour l'utiliser. Tove fit une pause. Elle a choisi votre survie plutôt que la sienne. Le lien était un acte d'amour, pas de captivité. Elle l'a conçu pour se briser quand vous trouveriez votre âme sœur, quand vous trouveriez quelqu'un qui vous protégerait sans vouloir vous utiliser. Marin resta assise en silence pendant un long moment après le départ de Tove. Elle s'assit dans la tente qui était maintenant la sienne et celle de Kyle, sur le lit de camp qui était maintenant un vrai lit, car Kyle avait réquisitionné des meubles dans un village voisin. Et elle pensa à une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, qui avait regardé une fille nouveau-née aux yeux argentés et avait su exactement ce que le monde lui ferait, et avait tout donné, sa vie, son avenir, sa chance d'élever son enfant. Pour donner à cet enfant une chance de se battre pour sa liberté, elle avait toujours cru que la mort de sa mère était de sa faute. 23 ans à Ashenmore à s'entendre dire qu'elle avait volé la vie de sa mère. Et la vérité était exactement le contraire. Sa mère l'avait donnée librement, délibérément, en pleine connaissance du coup. Kyle la trouva assise dans le noir, des larmes coulant sur son visage. Mais ces larmes étaient différentes de celles qu'elle avait versées auparavant. Celles-là avaient été des larmes de chagrin et d'épuisement. Celles-ci étaient des larmes de compréhension. Et la compréhension était une autre sorte de douleur, le genre qui vous brise et vous reconstruit ensuite un peu plus grand qu'avant. Il s'assit à côté d'elle sur le lit, la serra contre sa poitrine et ne dit rien, car il comprenait, peut-être mieux que quiconque, que certaines choses ne peuvent être apaisées par des mots. Elles ne peuvent qu'être tenues. Elle pressa son oreille contre son sternum et écouta son rythme cardiaque, lent, profond et régulier. Elle pensa aux mains de sa mère plaçant un lien sur les os d'un nouveau-né.
Elle pensa à ses propres mains portant une bannière à travers la neige. Et elle pensa que porter des choses n'était pas toujours un fardeau. Parfois, c'était un but. Parfois, le poids était ce qui vous maintenait debout. La guerre avec Ashen Moor ne se termina pas par une bataille, mais par une reddition. Les loups de Bran n'avaient pas oublié la clairière. Ils avaient vu leur alpha dégainer une épée contre un loup lunaire et un roi, et ils avaient refusé de se transformer. Ce refus avait fissuré quelque chose dans la structure de la meute qui ne pouvait être réparé. Au cours des semaines suivantes, des loups désertèrent Ashen Moor par 2 ou 3. Ils traversaient la frontière vers le territoire du voile de fer et demandaient l'asile. Ils racontaient des histoires sur la paranoïa croissante de Bran, ses purges de toute personne soupçonnée de déloyauté, ses diatribes obsessionnelles sur l'oméga qui lui avait été volé. Declan vint en dernier. Il arriva seul à la frontière du voile de fer, à pied, sans armes ni cheval. Il était plus mince que dans le souvenir de Marin, sa carrure devenue anguleuse par le stress et le manque de sommeil. Il s'approcha des gardes-frontières, les mains levées, et demanda à parler à la reine. Pas au roi, la reine. Ils l'amenèrent à Marin. Elle le reçut dans la tente de commandement, assise sur une chaise car sa jambe lui faisait encore mal après de longues périodes debout. Kyle se tenait derrière elle, silencieux, les yeux dorés, une présence comme un mur. Declan la regarda et son visage fit la même chose que dans la clairière. La tension autour de sa bouche, la mâchoire qui travaillait. Pas du remords, de la reconnaissance. « Je vous ai donné la bannière, dit-il. Sa voix était rauque. Je vous ai cassé la jambe, je vous ai donné la bannière et je vous ai envoyé à la mort. Je savais que vous alliez mourir et je m'en fichais. » Il s'arrêta, dégluti. « Je ne suis pas ici pour demander pardon. Je ne le mérite pas et nous le savons tous les deux. Je suis ici parce que mon père va marcher sur le voile de fer dans 3 jours avec ce qui reste de la meute. Il va perdre et tous ceux qui le suivront vont mourir. » Il fit une pause. « Il y a des enfants à Ashen Moor, des louveteaux, des aînés qui ne peuvent pas se battre. » Si, il s'arrêta de nouveau. Sa mâchoire travaillait si fort que les muscles de son cou ressortaient. « Si vous vous souciez d'eux un temps soit peu, vous trouverez un moyen de mettre fin à cela avant que mon père ne les fasse tuer. » Marin l'étudia. L'homme qui lui avait cassé la jambe. L'homme qui avait ri en lui enfilant un sac à grains sur la tête et en l'envoyant dans la nature. Il n'était pas repentant. Il était pragmatique. Il avait regardé les chiffres et réalisé que son père allait faire tuer tout le monde. Et il avait choisi la survie plutôt que la loyauté. Ce n'était pas la rédemption, mais c'était quelque chose. Une porte entr'ouverte. Peut-être le premier pas dans une direction qui pourrait, au fil des ans et avec des efforts, mener quelque part de moins sombre. Elle jeta un coup d'œil à Kyle. Il lui fit un seul signe de tête. C'était sa décision. Son peuple, sa meute, son histoire. Il soutiendrait tout ce qu'elle choisirait. « Dites-nous sa route, » dit Marin. Declan leur dit. L'armée de Kyle rencontra les forces de Bran au carrefour de Grey Hollow, le même endroit où la première bataille avait eu lieu. Mais cette fois, il n'y eut pas de bataille. Marin se tenait à l'avant de la ligne du voile de fer sous forme de loup. Sa fourrure blanche flamboyait contre l'aube grise. Ses yeux argentés captaient la première lumière du lever du soleil. Derrière elle, le loup de Kyle, noir et massif. Derrière lui, 800 loups du voile de fer, silencieux et immobiles. Les forces de Bran comptaient 40 loups, des loups âgés, des loups désespérés. Des loups qui suivaient parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Ils sortirent de la lisière des arbres et s'arrêtèrent. Marin se retransforma en humaine. Elle se tenait dans la lumière de l'aube, pieds nus sur le sol gelé. Elle regarda l'alpha qu'il avait gardé en cage pendant 23 ans. « C'est fini, » dit-elle. Sa voix porta à travers la clairière, claire et stable. Pas parce qu'elle criait, parce que sa voix avait une résonance maintenant, la résonance d'un loup lunaire. Et quand elle parlait, les loups écoutaient. Pas par peur, par reconnaissance. « Je ne suis pas ici pour te détruire, Bran. Je suis ici pour offrir un choix à tes loups. Tout loup qui dépose les armes et traverse vers notre ligne recevra l'asile au voile de fer. Pas de punition, pas de servitude. Un nouveau départ. » Bran gronda. « Tu ne peux pas me prendre ma meute. Je ne la prends pas. Je leur donne une porte. C'est à eux de choisir s'ils la franchissent. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Les deux camps se faisaient face à travers un champ de givre. Le seul son était le vent et l'appel lointain des corbeaux. Puis un loup de la ligne de Bran s'avança. Une femelle plus âgée, au museau grisonnant, boitillant. Elle traversa le terrain découvert vers Marin, s'arrêta à 5 pieds et baissa la tête. Puis un autre et un autre, un par un, puis en groupe. Les loups de Bran traversèrent la ligne. Pas tous. Certains restèrent, mais la plupart vinrent. Et ils vinrent non pas parce que Marin était puissante, bien qu'elle le fût. Ils vinrent parce qu'elle était l'Oméga qui avait porté leur bannière à travers la neige. Et ils s'en souvenaient. Et ce souvenir signifiait quelque chose. Bran se retrouva avec 6 loups. Il se tenait dans la clairière, son épée dégainée et ses yeux gris brûlants. Pendant un terrible instant, Marin pensa qu'il chargerait. Il ne le fit pas. Il tourna son cheval, partit dans les arbres, et ses 6 loups le suivirent. Et la meute d'Ashen Moor, telle qu'elle avait existé pendant 300 ans, prit fin. Non pas avec une bataille, mais avec une marche à travers un champ gelé. Marin ne revit jamais Bran. Des rapports arrivèrent plus tard. Des fragments. Il avait traversé la frontière nord vers un territoire non revendiqué. Il avait été vu dans un petit village, seul, travaillant comme maréchal ferrant, ferrant des chevaux pour de l'argent. L'alpha qui avait contrôlé une meute de 300 loups posait des fers à cheval dans une ville frontalière. Ce n'était pas la justice. La justice aurait été quelque chose de plus grand, de plus dramatique, quelque chose avec des crocs.
Mais Marin avait appris que le monde offrait rarement des fins nettes. Parfois, la punition la plus cruelle était l'insignifiance, la lente réalisation que la chose sur laquelle vous aviez bâti toute votre identité avait disparu et que personne ne viendrait vous la rendre. La cour du voile de fer accepta sa nouvelle reine avec un mélange de curiosité et de lassitude que toute communauté fermée montre envers un étranger. Marin les conquit de la même manière qu'elle avait conquis le camp en étant utile. Elle établit un programme de formation médicale pour les guérisseurs de la meute, standardisant les pratiques de soins des plaies, ce qui réduisit d'un tiers la mortalité sur le champ de bataille. Elle prit les réfugiés d'Ashenmore et les intégra dans la structure de la meute du voile de fer, arbitrant personnellement les différends qui surgissaient entre les anciens et les nouveaux membres. Elle apprit les noms de chaque loup du territoire, les 412, et elle s'en souvint, parce qu'elle avait passé 23 ans à être appelée rien. Et elle savait ce que cela signifiait d'entendre son propre nom prononcé par quelqu'un qui se souciait assez pour l'apprendre. Kyle la regarda devenir une reine comme il faisait toutes, avec la certitude patiente et absolue qu'elle le deviendrait. Il ne la guida ni ne l'instruisit. Il dégagea le chemin et la laissa le parcourir. Et quand elle trébuchait, ce qui arrivait souvent, car gouverner un royaume était plus difficile que de suturer une blessure, et elle n'avait ni formation ni précédent, il la rattrapait sans qu'elle se sente prise au piège. Leur lien s'approfondit. Pas dans de grands gestes, mais dans de petits. La façon dont il lui apportait du thé le matin avant qu'elle ne se réveille, noir avec du miel, exactement comme elle l'aimait. La façon dont elle nettoyait et huilait son équipement de guerre pendant qu'il examinait des rapports. Ses mains de chirurgienne entretenant son armure avec le même soin qu'elle utilisait sur les tissus humains. La façon dont il se disputait sur la politique territoriale dans la salle du conseil, puis s'asseyait en silence près du feu le soir. Ses pieds sur ses genoux, sa main sur sa cheville. Le lien d'âme-sœur vibrant entre eux comme un courant régulier. Il était possessif. Cela ne changea pas. Il grogna, littéralement. La seule fois où un alpha en visite d'une meute du Sud laissa son regard s'attarder trop longtemps sur Marin lors d'une réception diplomatique. Le grognement était assez silencieux pour que seul Marin et l'alpha en visite l'entendent. Mais l'alpha s'excusa de la réception peu de temps après et ne revint pas. Elle trouvait cela ridicule. Elle trouvait aussi cela, dans un endroit qu'elle n'examinait pas de trop près, profondément rassurant. 23 ans à être invisible avait laissé des marques qui ne guérissaient pas aussi proprement que des os cassés. Certains jours, elle se réveillait et oubliait où elle était. Elle cherchait la béquille qui n'était plus là. Certaines nuits, elle rêvait de la neige, de la bannière, du clic grinçant d'un os cassé. Ces nuits-là, Kyle la serrait contre lui et la tenait jusqu'à ce que sa respiration se calme. Son rythme cardiaque était le même que toujours, lent, profond et sûr. Elle pressait son oreille contre sa poitrine et l'écoutait comme on écoute de la musique pour le pur réconfort du son. Un soir, 7 mois après le jour où il l'avait trouvée dans la neige, elle était assise sur le rebord de la fenêtre de leurs appartements dans la forteresse du voile de fer. C'était une vraie fenêtre avec du vrai verre, donnant sur la cour où la meute se rassemblait pour les repas, les réunions et les affaires ordinaires de la vie en commun. La lumière s'estompait, le soleil tombait derrière les montagnes. Le ciel avait la couleur d'une échymose, violet profond et ambre sur les bords. Kyle entra après une réunion du conseil. Elle entendit ses bottes sur le sol en pierre, sentit sa présence à travers le lien avant de le voir. Il traversa la pièce et s'assit à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre, son épaule contre la sienne. Elle tenait quelque chose sur ses genoux. La bannière d'Ashenmore, soit indigo avec des loups argentés, des yeux de grenat. Elle l'avait gardée. Pas comme un trophée, pas comme un rappel de la souffrance, comme un témoignage. Les points étaient toujours parfaits. Le fil d'argent captait encore la lumière. Les mains de quelqu'un avaient fait quelque chose de beau. Et cela avait survécu à la boue, à la neige, au sang et aux 9 jours. Et maintenant, elle reposait sur ses genoux, dans une pièce chaude, dans un endroit où elle était en sécurité. Kyle regarda la bannière, puis elle. « Qu'en feras-tu? » dit-il. Marin passa son doigt le long du bord de la soie. Le fil était frais et lisse. Elle pouvait sentir chaque point individuel, les minuscules crêtes du travail soigné de quelqu'un. Elle la plia lentement, précisément, comme on plie un drapeau. Triangle sur triangle, jusqu'à ce que ce soit un paquet serré avec un œil de grenat visible sur le pli extérieur. Elle la posa sur le rebord de la fenêtre entre eux. Le dernier rayon de soleil attrapa le fil d'argent et le transforma en or un instant. Puis la lumière s'estompa, et ce ne fut plus que du tissu, beau, ordinaire et complet. Kyle passa son bras autour d'elle. Elle s'appuya contre lui, son menton reposant sur le dessus de sa tête. Elle pouvait sentir la vibration de sa voix à travers sa poitrine quand il parla. « Tu boites encore? » dit-il. « Je boiterai toujours. Ça fait mal? » Elle y réfléchit. Pas la jambe. Elle avait cessé de remarquer la jambe des mois auparavant. Elle pensa à tout ça. Le sac à grains, la marque, le nettoyage des sols et les 9 jours dans la neige. Et elle mesura la douleur de ces choses contre le poids de l'homme à côté d'elle. Et la chaleur de la pièce, la bannière pliée sur le rebord de la fenêtre et les 412 noms qu'elle connaissait par cœur. Seulement quand il pleut, dit-elle. Il pressa ses lèvres sur ses cheveux. Son souffle était chaud. Dehors, les premières étoiles apparaissaient, nettes et brillantes au-dessus des montagnes. Quelque part dans la cour en bas, un loup hurla, puis un autre. Puis toute la meute éleva sa voix ensemble. Le son monta dans le ciel qui s'assombrissait et y resta suspendu. Sauvage, ancien et plein. Marin ferma les yeux et écouta. Et sa louve, blanche, argentée et libre, chanta en réponse.